Bonjour les amis. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, j'y vais. Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue dans la matinée Étienne. Bienvenue sur Twitch. Comment ça va? Bon, alors, je vais être tout à fait honnête. Comme je viens de le dire sur Twitter, j'avais absolument pas prévu de faire de matinée Étienne ce matin, pas de revue de presse. Non pas parce que j'avais pas lu les journaux, mais parce que j'avais énormément de choses à préparer pour ce soir. J'ai un petit truc à je sais pas si vous avez mis au courant, mais j'ai un petit truc ce soir aux alentours de 20h30 sur ma chaîne Twitch, donc absolument pas prévu. D'autant que j'ai un tournage de bande-annonce à 11h ce matin. Je dois quitter la maison à 11h pour France 2. Donc, et sauf que je suis rentré à la maison, j'ai vu que j'avais allé une grosse heure devant moi, donc c'est court par rapport à d'habitude. D'habitude, je lis les journaux pendant au moins 2 heures. Donc on a une grosse heure devant nous et je me suis dit, écoute, les journaux sont lus, tout est prêt pour enregistrer la bande-annonce de France 2. Pour ce soir, eh ben, on fait comme d'habitude, on fera à l'arrache. J'ai eu le temps de me faire un thermos de café, et donc je me suis dit, bah allez, revue de presse. Et puis il y a autre chose. Ce matin, je lisais les journaux pour la matinale de France Info, entre 3h et 4h du matin. La lecture des journaux, c'est mon petit plaisir du matin. Et beaucoup de gens me parlent de la une de Libération. Et oui. Et j'ai vu des articles, et notamment cette une de Libération, ce sujet extrêmement sensible. On va en parler dans un instant. Je me suis dit, je suis obligé de streamer ce matin. Je suis obligé de parler des journaux. Voilà, parce qu'il y a trop de choses importantes. Voilà, c'est vraiment ça. Comment ça va? Alors, attendez, je vérifie que si tout est OK de mon côté. Est-ce que. Ouais, j'ai branché. Oui, j'ai Internet. Ça, ouais, OK. L'ordinateur, bon écoutez, je crois que c'est cool, on peut y aller. Est-ce qu'il y a des petits nouveaux que je les embrasse, que je les salue? Comment ça va, les amis? Le Sénégal, ouais, j'ai trouvé enfin un article intéressant sur le Sénégal, plusieurs jours que vous me réclamez, certains, de vous parler du Sénégal. Voilà, j'ai trouvé un article enfin intéressant sur le Sénégal. Donc oui, Sénégal, oui. Est-ce qu'il y a des petits nouveaux? Certains qui ne sont jamais... Bien, salut. Allez, on va accueillir un petit peu les nouveaux quand même pour leur expliquer un petit peu comment on fonctionne ici. Le pseudo déjà passé trop vite, excuse-moi, je voulais te saluer, je voulais t'accueillir. Naturae, salut, première fois, c'est parti. Bienvenue à toi. Bonjour Gaëtan, 1703, première fois. Anarka, première fois. Asgore, 1605, première fois. Samuel, le seul mec qui arrive à me mettre devant les journaux au Fulvio. Merci, je suis super content parce que c'est un peu l'objectif. Je suis nouveau. Blaise Bersinger. Miel Auguste, je lis pas ta phrase. Il y a longtemps, c'était une vanne. Aujourd'hui, tu peux plus dire ça à notre époque. C'est trop. Ici, on est dans un espace bienveillant. Voilà, donc homophobie, sexisme, racisme, tout ce qui ressemble de près ou de loin, même pour une vanne. Hop, ça, non. Donc, non. Mais voilà, je t'invite à faire attention à tes propos. Shenken, nouveau, salut, bienvenue. De nouvelles, Nami Lindette, salut, bienvenue, on va tout vous expliquer. Deuxième live pour Castillo, ça se fête. Héros, LW Héros, nouveau, salut, je suis nouveau Calgo, bienvenue, bonjour. Bonjour à tous les nouveaux. Pour les nouveaux, pour tous les autres, pour ceux qui auraient oublié, la matinée Étienne, c'est super simple. On lit les journaux ensemble. Voilà. En semaine, quand je travaille à France Info, c'est les journaux papier à l'ancienne que je lis pour la matinale de France Info. Voilà, je lis tout ça pour vous ce matin. Puis en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, eh bien, c'est plutôt la version numérique des articles que je vais choisir pour vous. Mais là, on va la faire à l'ancienne en mode... J'adore ce bruit. Les journaux. On lit les journaux, sauf qu'on est sur Twitch, donc je voulais pas les journaux comme ça, cool. Non, on lit les journaux ensemble. Tu vas parler de la une odieuse de Libé, mais je sais que cette une, elle provoque beaucoup de réactions. On va en parler. On va essayer d'être cool dans le chat, d'en parler intelligemment de cette une de Libé. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce stream ce matin. Je pensais qu'il était important d'en parler. Donc on va lire les journaux, mais on va le lire ensemble. La cafetière est en train de couler pour ton stream. Salut, ça c'est cool Spinner, c'est génial. Le café il est prêt aussi de mon côté. On va en parler ensemble, voilà. Et on va parler de la vie aussi. Alors quand je dis en parler ensemble, les sujets sensibles ce matin, tu vas voir, il y en a un notamment, Max, qui est vraiment très sensible. Quand je dis en parler ensemble, c'est dans un cadre bienveillant. C'est-à-dire que Twitch, Internet, c'est un outil. On en fait des trucs bien ou des trucs pas bien. Ici, moi, je suis ici pour en faire un truc bien. Donc ici, c'est un cadre bienveillant. On se parle dans le chat avec respect, voilà, avec intelligence. On a le droit de ne pas être d'accord. Au contraire, c'est même encouragé, évidemment, qu'on n'est pas d'accord. Et c'est même le principe de la démocratie. Mais on en parle ensemble et on en parle intelligemment. Voilà. Donc tout ce qui ne s'apparente pas à cette démarche, à la une de Libé qui fait beaucoup de vagues, me dit quelqu'un dans le chat exactement.
Tout ce qui s'éloigne de ce cadre-là, qui n'est pas intelligent, qui n'est pas respectueux, eh bien voilà, vous êtes trompé d'endroit, et puis vous serez invité par le chat lui-même d'ailleurs, par moi-même quand je lirai certains commentaires, et par les modérateurs bien sûr, à aller faire un petit tour là où vous trouverez des espaces pour raconter vos bêtises. C'est super important parce que là on est déjà 3000, puis on va monter, parfois on monte jusqu'à 15 000 personnes. Donc 15 000, pour parler ensemble, il faut de la bienveillance, il faut faire attention aux autres, il faut de l'intelligence, sinon ça marche pas. Voilà. C'est fou les réactions sur la une de Libé. Hein. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Voilà. Bon, le cadre est posé. Un petit bonjour à vous. Vous êtes d'où ce matin? Parce que moi je suis de Paris bien sûr, enfin en tout cas c'est de là où je stream. Et vous êtes où? D'où? France, étranger, nord, sud, est, ouest, Saint-Claude, Jura, c'est parti. Genève, Nantes, Bordeaux, Lyon, Autun, je connais Autun. Hong Kong, Dole, Mulhouse, Blois, Rennes, ça va trop vite, Lisbonne, Vendée, Nîmes, Limoges, Paris, Belgique, Bourges, Saint-Malo, c'est cool, Montreuil, Tournus, Fontainebleau, c'est beau par là aussi, la forêt, Angers, Belgique, les amis belges sont là, salut Madrid, les amis espagnols sont là, les amis polonais, je vois Varsovie, la Corée du Nord, bizarrement j'ai beaucoup de gens de Corée du Nord du matin, j'ai un petit doute là-dessus, Taipei, mais si vous êtes vraiment nord-coréen, c'est cool aussi, Marne-la-Vallée, ok. Tenons-les, on vient de passer quand même de Pyongyang à Marne-la-Vallée, donc c'est pas le même esprit. Rennes encore et toujours, c'est bien. Dinan, la Bretagne est là, je la vois. Vesoul, Évreux, Le Mans, Fribourg, l'ISS, la Station Spatiale Internationale est là, comme tous les matins. La Chicorée du Nord est là aussi, ça j'adore, je valide. Provence, Marseille, Vannes, Montpellier, Avignon, La Rochelle, Luxembourg, Toulouse, Italie, Trieste, Levallois, Vénus, c'est cool Vénus, zone 51, mais même de la zone 51, on me regarde, c'est cool. Bon, vous êtes de partout, vous êtes de France, vous êtes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, vous êtes de France, vous êtes de l'Europe, vous êtes du reste du monde. En tout cas, vous êtes là pour parler d'actualité avec moi et de façon toujours apaisée et bienveillante. Comme je me suis levé à 2h du matin, parce que j'ai repris la matinale de France Info, comme j'ai travaillé entre 3h et 8h30, et comme la journée ne fait que commencer, on va commencer par une petite pause café, parce que les nouveaux, sachez qu'ici, il y a encore plus sacré que l'actualité, il y a encore plus sacré que l'échange, il y a encore plus sacré que la bienveillance, tout ça, c'est le café. Voilà, je suis un caféinomane. C'est parti pour la séquence café, on a même une musique pour le café ici. Ça va me relancer un petit peu et vous avez le droit à ce que vous voulez, bien sûr, café ou autre chose. Café, let's go! Allez, je vous rappelle qu'exceptionnellement ce matin, on est là qu'1 heure ensemble, parce que j'ai plein de trucs à faire après, notamment une bande-annonce à tourner avec Élise Lucet pour France 2 pour notre grande émission en prime time, en direct sur France 2 et sur Twitch aussi, ce sera sur Twitch, je vous en dirai plus bientôt, consacrée à la jeunesse française. Donc bande-annonce à enregistrer ce matin, donc je suis avec vous jusqu'à 10h45, donc on va aller vite. On va aller à l'essentiel. N'hésitez pas à me signaler s'il y a des petits problèmes techniques, puisque j'ai eu des petits problèmes de son hier. Et comme je reçois un invité ce soir à 20h30, je crois que vous le savez, j'aimerais que tout roule. Si vous voyez des trucs un petit peu bizarres, hop, je peux vous monter un petit peu le son d'ailleurs. Si vous voyez des trucs un petit peu bizarres, eh bien n'hésitez pas à me le signaler, hein, notamment des petites coupures son comme on a eu hier, mais je crois que c'est réglé. Les amis, l'invité de ce soir, vous savez pas qui c'est? Vous n'avez pas vu mes tweets? Vous savez pas qui est l'invité de ce soir? Dans le chat, dites à ceux qui sont en retard qui est mon premier invité, mon premier grand témoin de ce soir. Hein, non, c'est pas Coé. Non, c'est François Hollande, l'ancien président de la République, qui est mon premier grand invité ce soir. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire j'invite, mais c'est vous qui questionnez. Hein. Voilà. Donc François Hollande, l'ancien président de la République, mon invité ce soir à 20h30. Je pensais que tout le monde était déjà au courant. Voilà. La rencontre Étienne. Alors au-delà du jeu de mots, c'est vraiment l'idée. C'est la rencontre Étienne parce que j'invite, mais vous disposez. C'est vous qui questionnez. Voilà. Je n'ai préparé aucune question. Voilà. Je n'ai lu aucune question. J'ai l'actualité en tête, bien sûr, et puis l'histoire politique de notre pays en tête. Mais ce sont vos questions qui sont importantes. Et donc,
c'est vous. C'est vous qui interrogerez l'ancien président de la République ce soir. Je crois que c'est un petit peu une grande première en France. Voilà, on y va. Allez, on est pour 1 heure ensemble. Top départ. Qu'est-ce qu'il y a à la une des journaux? Et après, on va les lire. On va rentrer dedans. Une mise en garde assez sévère de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, aux soignants. On a constaté ces derniers jours ensemble que 1/3 seulement des soignants s'étaient fait vacciner contre le Covid-19, les soignants à l'hôpital notamment, alors qu'ils ont le vaccin à disposition. Ça pose plein de questions puisque eh bien, il y a des gens qui attrapent le Covid à l'hôpital. Ils sont venus pour autre chose, ils attrapent le Covid et parfois ils meurent. Il y a une histoire familiale très dure dans le Parisien ce matin. Le gouvernement tape du poing sur la table et il dit attention, si vous ne faites pas vacciner, si vous ne faites pas cet effort, eh bien, elle va devenir obligatoire pour les soignants. La menace, elle est là. Cette une de Libération dont tout le monde parle, c'est pas l'histoire de l'euthanasie et la fin de vie, c'est ça. Certains sont déjà au courant, beaucoup ont déjà lu Libération. C'est un peu la polémique du moment et je voulais en parler avec vous. Je vous lis ces quelques mots. Je t'ai violé, Alma, la lettre d'un agresseur à sa victime. Alors, si on reste juste sur l'info, c'est hyper choquant. Libération a décidé de publier la lettre d'un violeur, d'un jeune homme qui a violé son ex-petite amie, voilà, et qui a écrit une lettre à Libération pour dire qu'il est un violeur, pour se dénoncer et pour pas expliquer, on peut pas expliquer pourquoi on en arrive là, mais qui a écrit une lettre pour dire je suis un violeur et voilà ce qui s'est passé. Libération publie aussi les propos de la victime. Libération a demandé à la victime l'autorisation de publier la lettre du violeur. Libération a demandé à la victime, la jeune femme s'appelle Alma, si elle voulait aussi témoigner, ce qu'elle a fait. Et Libération explique tout ça. Voilà, un 8 mars, oui, c'est un peu. Alors, ça peut surprendre. Libération tente d'expliquer sa démarche. Parce que pour Libération, cette lettre, ce débat, cette lettre, singulièrement, de ce violeur, peut faire avancer la lutte contre les violences sexuelles en France. C'est l'analyse de Libération. Donc voilà, grand débat. Et plutôt que vous expédiez ça, ce matin, j'ai évoqué cette une sur France 2 et sur France Info. Vous savez ce que j'ai dit ? Vous savez ce que j'ai dit ? On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler en 30 secondes, on ne peut pas en parler en 1 minute. Il faut du temps pour expliquer ça, parce que c'est extrêmement complexe. Et le meilleur endroit pour en parler, c'est ici, parce qu'ici, on a le temps. Voilà. Donc, on lira, parce que c'est la polémique du moment, il faut que vous soyez au courant. Oui, c'est le 8 mars, oui, c'est la journée internationale de la femme. Plein de journaux s'en félicitent, comme l'Humanité, avec, je crois que c'est un clin d'œil à la vague d'Okusai, ça, hein, l'irrésistible vague féministe. Et c'est tant mieux, à la fois qu'elle existe, cette vague, et que l'humanité s'en félicite. Ça, c'est les inquiétudes concernant la prochaine présidentielle. Si le Front républicain, on a déjà parlé, notamment avec Libération, du fait que de plus en plus d'électeurs de gauche disaient pour la prochaine présidentielle, on ne nous y reprendra plus. S'il y a de nouveau un second tour Marine Le Pen-Macron, on ne votera pas pour le président Macron, le président sortant, pour faire barrage à Marine Le Pen. On s'est fait avoir. C'est fini. Et l'opinion va plus loin et constate que la fin du vote républicain, elle concerne de plus en plus d'électeurs et pas seulement à gauche. Inquiétude, si le Front républicain. Hop, ça c'est la une de l'opinion. La Croix salue le voyage de 3 jours en Irak, voyage réussi, un voyage dangereux, un voyage historique, des appels à la fraternité entre les différentes religions, un homme de paix. La Croix, bien sûr, salue ce voyage. Puis après, il y a plein d'articles à l'intérieur des journaux, très intéressants aussi. Est-ce que j'aurai le temps de vous en parler en 1 heure ? Je verrai, mais je ne veux pas vous mettre l'eau à la bouche pour rien, donc je ne vous annonce pas tout. Qu'est-ce que j'ai encore ? Le Figaro. Et puis l'équipe, le Figaro, le pape aussi, le pape aux chrétiens d'Irak, vous n'êtes pas seul, mais plein d'autres choses aussi. Un article sur le front anti-républicain, voilà. Et puis des choses à l'intérieur aussi, voilà. Notamment sur les enfants et le Covid-19, et un article sur le Sénégal. Alors celui-ci, je promets de le lire, puisque vous êtes très nombreux dans le chat ce matin et ces derniers jours de m'avoir demandé un article sur le Sénégal. C'est la première fois que je vois un article qui explique bien ce qui se passe au Sénégal depuis quelques jours. Bon, la une des Échos, c'est sur le plan de relance américain. Voilà. Énorme plan de relance après la crise économique due au Covid-19. Donc, du coup, les États-Unis prennent un coup d'avance. C'est énorme. C'est à la mesure du gigantisme du pays. Et puis, je ne sais pas s'il y a des supporters de l'OM dans le chat ce matin, mais alors là, ça, c'est super chaud. Ambiance délétère. Journée des droits des femmes.
J'ai dit quoi? J'ai pas dit journée des droits des femmes? Quelqu'un me corrige, journée des droits des femmes. Des droits j'ai dit, qu'est-ce que j'aurais dit? Journée des droits de la femme? C'est la journée internationale des droits des femmes. Je vois pas. Bon, bah, on y reviendra. Ouais, bon, ça réagit sur l'OM. Ouais, ouais. Alors l'OM, c'est séquence hyper difficile. Voilà. C'est pas la journée de la femme. Non, 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 c'est pas la journée de la femme du tout. C'est la journée internationale des droits de la femme. Non, non, journée de la femme, c'est un abus journalistique. On vérifie tout de suite d'ailleurs. Hein, parce que moi aussi, j'entends journée de la femme depuis très longtemps. Et je crois que c'est pas du tout le nom consacré. Je crois que le nom. Voilà. Hop. Le nom consacré. Ah, j'ai dit journée de la femme. C'est moi qui ai dit ça. Ah ouais, bah naze. Non, non, parce que justement, je déteste cette expression. Voilà, journée internationale des droits des femmes. On est bien d'accord. Bon, là, on est bien d'accord en fait. Ok, super. Donc, l'équipe, bon, bah voilà, du travail d'amateur, parce que l'équipe s'est fait sortir de la Coupe de France en 16e de finale par une équipe de National 2. Donc, on peut pas dire que voilà, ce soit super glorieux. Du travail d'amateur. Voilà, les journaux sont notamment la Provence à Marseille. Tire à boulet rouge sur cette équipe de Marseille là, qui a été un petit peu en dessous de tout, comme le résume cette une de l'équipe. Allez, on y va, les amis. Avant de nous pencher sur cette une si polémique de Libération, dont manifestement vous êtes très nombreux à avoir entendu parler, regardons, ça aussi c'est intéressant, cet appel, cette menace même de Gabriel Attal. Vous reconnaissez le porte-parole du gouvernement. Attal met en garde les soignants. C'est très important ce débat, c'est pour ça que j'en parle avec vous ce matin. Interrogé par nos lecteurs, Gabriel Attal n'écarte pas la possibilité d'une vaccination obligatoire pour les personnels de santé s'ils ne se mobilisent pas rapidement. Alors, je vous résume les épisodes précédents pour ceux qui les ont ratés. On s'est aperçu ces derniers jours qu'à peine un tiers des soignants s'étaient vaccinés contre le Covid-19 alors qu'ils ont le vaccin à disposition. Ils peuvent tous se vacciner, donc on pourrait être à 100%, on est à un tiers, ça interpelle, ça pose beaucoup de questions, notamment parce qu'à l'hôpital, on peut attraper le Covid, on y vient pour autre chose, on peut attraper le Covid et on peut en mourir. C'est arrivé, donc ça pose la question de la responsabilité des soignants. Le gouvernement tape sur la table et brandit cette menace de l'obligation de se vacciner. Ève Roger, dans son édito, écrit ce matin: les mots de Gabriel Attal frappent fort. Le porte-parole du gouvernement lance aux soignants un dernier avertissement. Allez vous faire vacciner ou nous vous y obligerons. Il faut lire le témoignage poignant de Joël. Je vais vous lire ce témoignage ce matin pour comprendre l'urgence. Son oncle Pierre, 82 ans, vient de mourir du Covid. Il était pourtant entré à l'hôpital pour une opération banale avec un test négatif. Il y a attrapé le virus, il en est mort. Reconnaissons-le, il est difficile de comprendre que les soignants, dont le rôle est de veiller sur leurs patients, rechignent. 1 sur 3 seulement a accepté de se faire piquer, laissant dans les frigos 75% des stocks qui leur étaient destinés. Mais, se demande Ève Roger, leur forcer la main est-elle la bonne solution ? L'adhésion vaudra toujours mieux que la coercition, estime Ève Roger, qui juge par ailleurs qu'il y a, c'est assez intéressant, sans doute dans l'intransigeance affichée par le jeune ministre, comprenez Gabriel Attal, un calcul. En agitant bien fort le chiffon rouge de l'obligation, le gouvernement espère provoquer un électrochoc, comme lorsqu'il fait planer le doute sur un prochain remaniement et que les reconfinements, lapsus très intéressant, comme lorsqu'il fait planer le doute sur un prochain reconfinement et que les Français se tiennent spontanément plus à carreau. Qu'est-ce qui est de la stratégie? Qu'est-ce qui est de la vraie menace? Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement dit aux soignants aujourd'hui, si vous ne vous vaccinez pas, eh bien, ce sera obligatoire. On a déjà fait un sondage sur cette question ce matin, dans les jours précédents, donc je ne vais pas le refaire. Par contre, je vais vous raconter l'histoire de Pierre. Voilà. Ça, c'est page 4 dans Le Parisien. Et ça, c'est un titre qui fait mal. Pierre, mort d'avoir attrapé le Covid à l'hôpital. Le virus est la première maladie nosocomiale en France. Le Covid-19. Nosocomiale, maladie qu'on attrape à l'hôpital. Le virus est la première maladie nosocomiale en France. Pierre, 82 ans, l'a contracté lors d'une opération de la prostate. Sa famille alerte sur la nécessité pour les soignants d'être vaccinés. Je lis. Élément de réflexion. Joël se souviendra longtemps du dernier coup de fil passé par son oncle. Au téléphone, Pierre, c'est donc l'oncle qui est mort, pensait que pour lui ça irait, mais il se faisait un sang d'encre pour Bernadette, son épouse, à qui il avait transmis le virus. Quelques jours
plus tard, l'état de santé du Bourguignon de 82 ans se dégradait brutalement. Tonton est décédé cette nuit, apprenait au réveil Joël, contacté par ses parents. Le 9 février, l'ancien peintre en bâtiment n'est pas mort de la tumeur à la prostate dont il venait d'être opéré, c'est le coronavirus contracté lors de son séjour à l'hôpital qui l'a emporté. Écoutez les chiffres, c'est pas un cas isolé. Selon Santé publique France, entre janvier 2020 et le 14 février l'an dernier, plus de 44 000 cas hospitaliers, donc Covid, qu'on a attrapés à l'hôpital, ont été recensés, touchant quelques 26 800 patients, dont 186 sont décédés. Par qui il l'a attrapé, on ne le saura jamais. Un autre patient, un infirmier, un médecin. Nous savons juste que c'était dans l'établissement où il avait d'ailleurs été admis avec un test PCR négatif. Pierre, il est admis à l'hôpital avec un test PCR négatif. Il l'a pas. Il rentre, il l'attrape, il meurt. Alors, l'article poursuit. Ce n'est pas dans son hameau retiré dans la campagne bourguignonne où il est né, où il s'est installé pour sa retraite, que Pierre risquait grand-chose. Depuis un an, il était calfeutré avec sa femme, Bernadette, ne recevant Christophe, le cadet de leurs deux fils, qu'avec le masque. Donc c'était un couple qui s'était isolé pour ne pas attraper le Covid. Un couple uni, écrit le Parisien, qui avait célébré ses 60 ans de mariage 2 étés plus tôt. Tout s'est bien passé. C'était un acte banal, reprend le neveu, hein, il parle de l'opération, mais voilà, 2 ou 3 jours après sa sortie, il a commencé à pas être très bien. Dépistage, sans appel, le SARS-CoV-2 est logé dans ses poumons et dans ceux de Bernadette, son épouse. C'est donc ensemble que les époux sont admis au service infectiologie. Bernadette était la plus mal des deux, on était très inquiets, souffle Joël. C'est dans sa chambre d'hôpital que ses 2 fils viendront lui annoncer la perte de l'homme de sa vie. Voilà. À l'enterrement, rien n'a été épargné à la famille. La pluie, drue, les masques dégoulinants, la buée sur les lunettes, l'impossibilité de se toucher, la peur d'être le prochain infecté. Et alors, que dit la famille de Pierre aujourd'hui ? Elle ne demande pas vengeance, elle ne demande pas justice. Qu'est-ce qu'elle demande ? C'est hyper touchant. La famille de Pierre, encore sous le choc et de la tristesse, ne demande rien, n'a pas de compte à régler, ne souhaite pas, même pas donner le nom de la structure hospitalière, on saura même pas où ça s'est passé. Mais si elle témoigne, par la voix de Joël, c'est justement pour alerter sur l'immunisation des soignants. Je trouve scandaleux que certains boudent un vaccin par fantasme ou idéologie. On est presque dans la bégueulerie, Sagace la quadra. Cette réticence transforme le soin en danger. Les conséquences, on l'a vu, peuvent être gravissimes pour des familles entières. Ironie du sort, la chute, elle est... Ironie du sort. Pierre, largement éligible du fait de ses 82 printemps, voulait être immunisé. Mais il n'a pas obtenu de rendez-vous. Pour recevoir à temps l'injection. Voilà. Bon, quelle histoire. C'est quand même super triste. Et Gabriel Attal et le gouvernement avec lui tapent du poing sur la table en disant bon, ça c'est pas possible. Alors ne jouons pas sur l'émotion, hein, parce que l'émotion c'est pas la raison. Et certains soignants, comme beaucoup de Français, s'inquiètent des vaccins, s'inquiètent des effets secondaires, etc. Il y a de l'inquiétude aussi parmi les soignants, de même que chez les Français. Donc il ne s'agit pas de jeter la pierre au corps médical, mais la question est posée, est-ce qu'une profession dont la mission est de soigner ne doit pas s'obliger quelque part pour protéger les autres à se vacciner? Voilà, c'est la question qui est en suspens. Je voulais absolument lire cet article du Parisien ce matin. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette revue de presse ce matin, un petit peu accélérée en 1 heure, parce qu'il y avait des choses essentielles. Comme cet article de Libération. Voilà, mon papa a été vacciné depuis hier, première vaccination, j'ai réussi à trouver un créneau, après des mois et des mois d'attente. Je précise, sans piston, sans rien. Hein. Ça a été lecture du Figaro samedi matin. J'apprends qu'il y a des créneaux qui sont libérés ce week-end. Je vais sur l'application que tout le monde connaît pour trouver un rendez-vous médical, qui chaque matin me disait qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Et là, vers 8h samedi matin, je trouve un créneau. Voilà. Donc, et on est tous super heureux dans la famille. Bon. La raison pour laquelle je fais cette revue de presse, c'est ce matin, parce que cet article, là, enfin ici, là, à droite, fait énormément débat. C'est la lettre d'un violeur. Ouais, c'est comme le résume quelqu'un dans le chat à l'instant. Hein, hop, je reprends ton pseudo, Doy Dou le casteur, la une de Libé qui donne la parole à un violeur. Bon, on va essayer de comprendre. Là aussi, il ne faut pas être schématique, il ne faut pas être trop vite, parce que il faut comprendre pourquoi Libération, qui est quand même un excellent journal, pourquoi Libération publie la lettre d'un violeur. Si on s'arrête là-dessus, c'est un scandale. Mais souvent, rien n'est simple. Pourquoi Libé fait ça ?
Pourquoi Libé pense faire bien. Est-ce que Libé fait bien? C'est un autre débat. Pense faire bien. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre. Je t'ai violé, Alma, la lettre d'un agresseur à sa victime. On va essayer de comprendre. Et après, on fera un sondage et je vous demanderai votre avis, mais d'abord, on va essayer de comprendre. À l'origine de la libération de la parole à Sciences Po Bordeaux, ces 2 pages, Alma, jeune femme aujourd'hui hospitalisée pour dépression, réagit dans Libération à la lettre de son ancien compagnon qui reconnaît l'avoir violée il y a 2 ans. Bon, pour résumer, ils étaient en train de se quitter et puis il y a eu viol. Voilà. Elle fait part de son soulagement de le voir avouer et assure qu'elle portera plainte quand elle sera prête. On va revenir sur la réaction de la victime puisque Libération n'a publié cette lettre qu'avec l'accord d'Alma. Voilà. Expliquant. L'article, il est là. Moi, je ne vais pas vous lire la lettre du violeur, du jeune homme, parce que c'est un jeune homme, parce qu'elle est très longue, et parce que moi, je vous invite à lire Libération. Parce que même là où on a un peu le temps, c'est trop court. Et que c'est vraiment un sujet tellement grave que moi, je vous invite à aller chercher cet article. Je ne sais pas s'il est disponible sur Internet, ou aller acheter Libération, ou l'acheter à plusieurs, je ne sais pas, pour lire ça. Voilà. Sachez juste que dans cette longue lettre, envoyée par le violeur à Libération, c'est le jeune homme qui a envoyé à Libération cette lettre, Libé n'a rien demandé, il dit notamment, voilà, il y a 1 an et demi, j'ai violé ma copine. C'est quasiment les premiers mots et après, il raconte. Pourquoi Libé publie la lettre d'un violeur? C'est ça le débat. Dans un texte envoyé à la rédaction, Samuel, c'est le prénom du jeune homme, reconnaît avoir violé son ex-copine. Avec l'accord d'Alma, la victime, et de son agresseur, Libération rend public ce courrier. Libération explique. C'est un texte fort et dérangeant. Il nous est parvenu il y a 10 jours via l'adresse mail du journal. J'ai violé, vous violez, nous violons est son titre. Dès les premières lignes, son auteur, dont nous ne donnons ici que le prénom, Samuel, un étudiant de 20 ans, reconnaît avoir violé son ex-copine elle-même à l'origine d'une vague de libération de la parole à Sciences Po Bordeaux. L'auteur décrit avec précision les déterminants personnels, culturels, sociaux qui ont participé à la commission de son acte. Il ne se justifie pas, ne s'auto-flagelle pas, ne se défausse pas, il explique. Et expliquer n'est pas excuser, écrit Libé. Dire qu'il donne le point de vue du violeur n'est que partiellement vrai. Sa réflexion vise à nous interpeller, à nous sortir de la zone de confort consistant à considérer que le violeur, le monstre, c'est l'autre. Une condition nécessaire mais pas suffisante pour entrer de façon plus éclairée sur le terrain de la prévention du viol. C'est l'idée de Libération. C'est de participer à la prévention du viol par la publication de cette lettre en montrant que, le violeur, c'est pas forcément, on le reconnaît pas, quoi. C'est pas un homme identifié dont on voit pertinemment que c'est un monstre. Ça peut être un étudiant bien sous tout rapport. Voilà, c'est ce que veut expliquer le violeur, c'est ce que veut expliquer Libération. Voilà. Et le travail qu'il y a à faire sur chacun. La force intellectuelle, la fougue de ce texte peuvent ainsi susciter le rejet et jouer en sa défaveur. Je vois plein de réactions dans le chat très négatives et je peux les comprendre. Mais c'est un fait, il apporte du matériau humain à une question douloureuse, complexe et taboue. Seulement voilà, l'auteur de ce texte est aussi l'auteur du crime qu'il avoue de façon circonstancée. Le viol, c'est un crime. Le publier, Libération s'est posé plein de questions, pose une série de problèmes éthiques, journalistiques, juridiques. D'abord, il ne faut pas que la parole de l'agresseur invisibilise celle de sa victime. Eva Fontenot, la journaliste qui avait co-signé l'enquête sur Sciences Po Bordeaux, contacte donc Alma, la victime. Le fait qu'il reconnaisse le viol l'a soulagée, l'a apaisée, lui a permis de mettre des mots sur son mal-être. Elle donne son accord pour que le texte de son agresseur soit publié. Nous lui demandons de bien prendre le temps de réfléchir. L'article qui contextualisera et racontera leur histoire partira de son point de vue à elle, pas de celui de Samuel. Dès notre première conversation téléphonique avec ce dernier, nous lui rappelons qu'en publiant ce texte, il s'expose à des poursuites, le viol étant puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion. Il en est conscient, mais nous lui demandons aussi de prendre quelques jours pour y réfléchir. Nous lui envoyons un mail lui expliquant que nous allons procéder à l'anonymisation de sa lettre, mais que si les autorités judiciaires se saisissent de ce dossier, nous serions, pour notre part, Libération, contraints de respecter la loi qui en l'espèce nous oblige de leur communiquer votre identité si elle nous était demandée. Pour Libération, il n'est pas moralement défendable d'invoquer le secret des sources dans ce cas précis. Samuel parle alors longuement de sa démarche avec sa famille, qui finit par se ranger à son avis. De son côté, Alma, avec qui nous sommes en lien permanent, nous informe que lorsqu'elle sera prête, elle portera plainte. Voilà. Donc, alors certains sont très surpris qu'on parle de ça. Alors moi, je vous rappelle le présupposé ici.
ici, c'est pas le monde du bisounours. Moi, je vous parle d'actualité. Et ce serait trop facile d'éviter les sujets qui fâchent, les sujets qui mettent le chat en folie, comme je le vois ici. Trop facile, trop facile. Moi, je vous parle de racisme, je vous parle d'homophobie, je vous parle du Proche-Orient, je vous parle de ce qui fâche, je vous parle de politique, je vous parle du gouvernement, je vous parle du président Macron, je vous parle de Marine Le Pen, je vous parle de viol. Voilà. Mais je crois que c'est pas en mettant la poussière sous le tapis qu'on fait avancer notre société. Donc Libération a pris cet énorme risque de choquer tout le monde, persuadé que la réflexion autour de ce texte, de cette lettre, eh bien, peut faire avancer la réflexion sociétale sur la question du viol en France. C'est le pari de Libération. Voilà. Mon avis, je le vois résumé par quelqu'un dans le chat. Un instant, merci à toi. Ça va tellement vite que j'essaie de retrouver le pseudo. Je lisais dérangeant mais nécessaire. Voilà. Je ne sais pas qui l'a écrit. Voilà. Alors, était-ce le bon moment? Je pense que la date du 8 mars a été choisie sans doute. À dessein, c'est peut-être un peu maladroit. Adélaïde me dit le choix de la date est un peu discutable. Là-dessus, voilà. C'est Isabelle, 1372, qui disait dérangeant mais nécessaire, je pense. Moi, je suis de cet avis. C'est vrai que la date m'interpelle un peu. Je suis un peu surpris par le choix de cette date. Pour moi, c'était pas forcément la date idéale. Hein. Mais en revanche, je crois que la démarche, elle est dérangeante mais nécessaire, comme je le disais à l'instant. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'en ai parlé pendant peut-être un quart d'heure. Et c'est rien, parce que lire cet article vraiment dans le détail, voilà, et notamment cette lettre que moi, je ne veux pas vous lire, hein, la lettre du violeur, je ne vous la lis pas, elle fait plus d'une page. Et je ne vous la lis pas pour des raisons de temps, je ne vous la lis pas parce que c'est à vous de la lire. Voilà, c'est à vous de vous faire votre opinion. Voilà. On va faire un petit sondage, puisque je vois que ça provoque beaucoup, beaucoup de débats. Mais c'est aussi pour ça que ce matin, je voulais faire cette revue de presse qui n'était pas prévue. C'était parce que je voulais vous en parler. Parce que ça faisait très longtemps, moi, qu'un article ne m'avait pas autant interpellé. Voilà. Bon, allez, un petit sondage, et puis on va passer à autre chose. Hop. Tout simple. Libération, devait-il publier cette lettre? Voilà, c'est tout simplement. Libération, devait-il publier cette lettre? Ça marche? Ouais. Voilà. Première possibilité, oui. Hein, voilà. Non. J'ai vu beaucoup d'échanges. Vous n'êtes pas d'accord sur cette question. 3, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Hop, c'est parti. Votre avis m'intéresse. Moi, je vous ai preuve donné le mien. Voilà, je pense que c'est nécessaire, mais c'est très dérangeant, mais c'est nécessaire. Ça peut faire avancer le débat. Voilà. Je ne crois pas que de la part de Libération, ce soit une démarche, comment dire, putaclic, comme on dit de certains articles sur Facebook. Hein. Je ne crois pas que c'est pour vendre du papier. Je crois vraiment qu'ils se sont dit que ça pouvait être nécessaire pour ce débat dans la société. Voilà. Ok, donc je m'attendais à plus de non. Voilà. Je vois 60% de oui. Je suis assez étonné, en fait. Je pensais que vous seriez plus nombreux à être choqués, à ne pas comprendre la démarche. Ok, donc on a peut-être bien fait d'aller au-delà du titre, hein, puisque ce matin, sur les réseaux sociaux, alors moi je ne crie pas haro sur les réseaux sociaux, moi qui suis accro à Twitter, mais un message sur un réseau social, c'est quelques caractères, hein, c'est quelques mots, et donc on dit pas grand-chose. Donc quand je vois ce matin sur Twitter, en me réveillant très tôt, je vois toute la polémique, Libération publie la lettre d'un violeur, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Moi aussi je me dis mais c'est pas possible. Et puis après je lis, et je dis ah d'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il fallait prendre un petit peu le temps d'en parler. Je voulais vraiment en parler avec vous. Voilà, je reviens au sondage. Vous êtes 2000, 3000, 3500 à avoir voté. Le oui est majoritaire, 58%. Libération devait publier cette lettre, c'est intéressant. 14% à penser le contraire. Et je ne sais pas, très important, c'est rare que quand je fais un sondage, il y ait autant de personnes qui ne veulent pas se prononcer. Et je le comprends parce que ce sujet est éminemment complexe. Voilà. Écoutez, moi je vous invite à lire la presse tous les jours parce que c'est mon kiff. Moi je pense que pour comprendre le monde dans lequel on vit, il faut lire les journaux. C'est paradoxal parce que je suis plutôt un garçon de télé et de radio, mais vous connaissez mon amour de la presse parce que dans les journaux on a le temps. Alors, on a le temps de lire, on a le temps de s'interroger. On est plus dans l'analyse que dans l'émotion. L'image, c'est très puissant, c'est très fort, ça peut nous faire comprendre plein de choses, mais je crois que rien ne remplace la finesse de l'écrit. N'hésitez pas à acheter Libération aujourd'hui, voilà, ou à vous procurer cet article pour vous faire votre avis. Le sondage est terminé, 57% oui, Libération devait publier cette tête, 30%, je ne sais pas, 14%, non, voilà. Bon, j'espère que ça ne vous a pas trop remué, mais encore une fois, je vous parle de l'actu, hein, je vous parle même des choses qui, parfois,
nous dérange parce que c'est le jeu. Hein. Bon, alors effectivement, c'est le 8 mars. Alors certains merci pour vos merci. Leica14 qui me dit merci. Merci beaucoup, merci. Bonjour Comtesse, 84 première fois sur ce live. Bon, parfois on rigole beaucoup hein, normalement ici. En fait, je dis plein de bêtises, mais là on est sur des trucs super sérieux. Donc ce matin, j'essaie d'être sobre. Voilà. Combien de temps? Donc exceptionnellement courte cette revue de presse, puisque je vous quitte dans une demi-heure. On sera ensemble pour 1 heure au total, parce que je tourne une bande-annonce pour France 2 tout à l'heure, mais je voulais absolument partager avec vous ces journées. J'ai eu des petits problèmes de son, un petit sondage au niveau de la qualité du son du stream. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça ne coupe pas? Parce que je crois avoir réglé ce problème depuis hier et je voulais être sûr que ça marchait bien, notamment pour recevoir mon invité ce soir. Est-ce que ça ne coupe? Le son est OK? Merci pour vos retours. Nickel. Ça coupe? Ah, quelqu'un me dit ça coupe. Mais je vois qu'une seule... Philippe, tu me dis que ça coupe. Mais tout le monde me dit que c'est nickel. Donc, ne me dis pas que tu es un de ces trolls de BFM... Hein, où tout le monde disait que ça marchait pas pour que la pauvre jeune femme soit en panique, là. Hein, voilà. Non, ça coupe pas, c'est bon, alors on continue. Bah Philippe, qu'est-ce que tu racontes? C'est chez toi que ça coupe, alors. L'humanité, donc, se félicite, non pas de cette journée internationale des droits des femmes, puisque ça, elle est là, c'est le 8 mars, mais se félicite de cette irrésistible vague féministe. Je vais vous parler à la fin de l'interview de ce soir, bien sûr, hein, puisque je reçois l'ancien président François Hollande à 20h30 sur cette chaîne, pour ceux qui l'ignoraient encore. Je voulais vous lire cette très bonne éditoriale dans l'Humanité, ce matin, signée Christophe de Roubaix, sur cette vague féministe. Hein. Il y a des micro-coupures. Ah, il y a eu quelques micro-coupures de son quand même. Voilà, ok, d'accord. Bon. Mais si c'est des micro-coupures, ça va. Je pense que c'est la vague d'Okusai, ça. Il y a des amateurs d'art. Est-ce que c'est un clin d'œil à la vague, le célèbre tableau d'Okusai? Hein, c'est bien ça? Vous confirmez ou pas? Parce que... Ouais. C'est ça, hein? Ok, super. Édito, à ce propos, que j'ai trouvé très intéressant. Merci pour la confirmation, de Christophe de Roubaix. Dans un monde idéal, le 8 mars n'existerait pas. Ouais, on est d'accord, c'est comme les restos du cœur, on aimerait qu'ils disparaissent, ça voudrait dire qu'on aura résolu le problème. Dans un monde idéal, le 8 mars n'existerait pas, ou alors à titre commémoratif, ce serait cool ça, afin de célébrer la pleine égalité enfin atteinte. Un jour peut-être, hein, rêvons. Mais, écrit Christophe de Roubaix, on sait que dans un monde réel, cette fois, c'est le monde dont je vous parle chaque matin, qui tend vers l'idéal, eh bien cette quête demeurera permanente. Un cap a été franchi, c'est sûr, ces dernières années, avec ce qu'il est convenu d'appeler la libération de la parole, avec la fonction d'un coup de masse fissurant un édifice séculaire, le patriarcat. On mesure sans doute la puissance de cette vague, d'où la vague de Kusai ici, en une de l'UMA. Si cela va sans dire, cela va mieux sans doute en l'écrivant. C'est le passage que je trouve vraiment intéressant. Il ne s'agit pas d'un combat des femmes contre les hommes. Le féminisme ne doit pas être un combat des femmes contre les hommes, écrit un homme, pour le coup, Christophe de Roubaix, d'une bataille de la moitié de l'humanité pour elle-même contre l'autre moitié, de retourner les armes, mais de désarmer. Assumons que la fin du patriarcat émancipera les femmes et les hommes, libérant les unes et les autres du poids d'un système d'assignation et de domination. C'est donc un combat de l'humanité tout entière pour sa propre réalisation. Bah, vous savez quoi, je suis d'accord avec cette analyse. Je pense que le féminisme peut aussi émanciper les hommes. Voilà. Les féministes ne disent pas tout ça, me dit Panneau Municipal, et je le sais. Hein, j'ai lu ce week-end avec vous dans Vanity Fair un reportage sur les colleuses, hein, vous savez, qui collent les slogans très féministes dans la rue. Elles sont pétries, traversées de contradictions, de combats internes entre les femmes qui considèrent les hommes comme des ennemis absolus. Hein, pour la fondatrice du mouvement, chaque homme est mauvais. Chaque homme est mauvais. Tous les hommes sont mauvais et les femmes sont foncièrement dans la bonté. Bon, alors, bon. Et puis il y a des féministes qui pensent différemment. Il y a des féministes voilà. Bon, donc le mouvement féministe est très divisé. Moi, je suis d'accord avec ce que je viens de lire à l'instant. C'est pour ça que je vous le lis. On continue. La une de l'opinion, très intéressante, parce qu'on va un petit peu plus loin que le dossier de Libération de la semaine dernière, je crois, qui était très intéressant sur le fait que de plus en plus d'électeurs à gauche disaient « basta, c'est fini ». On a fait barrage à Jean-Marie Le Pen en votant pour Jacques Chirac. On a fait barrage à Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. C'est terminé. La prochaine fois, si on nous refait le second tour, c'est les électeurs qui décident du second tour, je dis ça, je dis rien. Mais si on nous refait le second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on ne votera pas pour Emmanuel Macron pour faire barrage. Le constat de l'opinion, c'est que
Cette réaction, elle traverse de plus en plus tous les partis politiques. Les électeurs de droite disent ça de plus en plus. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, disent ça également. D'où ce titre, CJ, le Front républicain. Regardez ce dessin de Cac, qui est un excellent dessinateur. Cac, avec le dragon. Alors c'est le dragon de la Belle au bois d'Armand, mais là il a curieusement quand même un air de Marine Le Pen. Avec, alors le prince, c'est qui le prince? C'est Emmanuel Macron? Ah non, c'est le prince, c'est le Front républicain. Lisons un petit peu pour comprendre. Abstention à gauche, attrait pour le RN à droite en 2022, ni les socialistes ni les républicains, encore moins les insoumis, ne viendraient majoritairement au secours du chef de l'État. Je lis. En ce moment, la majorité passe des week-ends pourris. Ah, on dit plutôt Marlin chanteur? Ah, Madame Mime. Ah, c'est vrai. Ce matin, je cherchais sur Internet ce matin le dragon et je me dis, ah, c'est peut-être le dragon de La Belle au bois dormant et j'étais pas sûr de moi et vous venez de me corriger. Je tape Madame Mime. Vous avez tellement raison. Mais c'est un peu... Mais Madame Mime, c'est un dragon ou pas? Parce que alors on va aller voir, tiens. Toc. Voilà, Madame Mime. Elle est là. Voilà, c'est Madame Mime ça, d'accord. Mais alors, est-ce qu'elle se transforme en dragon, Madame Mime? Je crois pas. Elle se transforme en dragon. Et là, je vois que au niveau Disney, je suis pas au point. Ok, donc c'est Madame Mime, ok. Enfin, Marine Le Pen, alias Mime. Je lis l'article. Voilà, on se fait une petite parenthèse Disney. Donc, la majorité passe des week-ends pourris. La semaine dernière, elle poussait des cris d'orfraie. Que les électeurs de gauche puissent envisager dans Libération ne pas voter pour Emmanuel Macron dans le cadre d'un duel face à Marine Le Pen était une dérive, un reniement des valeurs républicaines qui relèvent de l'irresponsabilité. Tu m'étonnes, ça les embête un petit peu. Ce lundi, un sondage va donner au camp d'Emmanuel Macron de nouvelles sueurs froides et un sacré torticolis. Donc c'est le sondage en fait d'Harris Interactive pour l'opinion qui est publié par le journal ce matin. Les marcheurs, donc la majorité, ne peuvent plus se contenter de regarder le barrage contre le RN tomber à gauche. Ils doivent aussi tourner la tête sur leur droite. Je mime l'actualité, donc à gauche, à droite, c'est magnifiquement fait. Pour voir l'édifice s'effriter. L'étude de Harris Interactive donne le vertige. Qu'ils choisissent Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou Xavier Bertrand au premier tour de la prochaine présidentielle, les électeurs refusent majoritairement d'apporter leur concours à Emmanuel Macron pour le second. CJ donc, le Front républicain. Ah, je peux faire en... Oui, quelqu'un m'invite à TPXP à faire en haut en bas. Je peux faire en haut en bas. Même si en haut en bas, politiquement, ça a beaucoup moins d'intérêt. Le directeur délégué de l'Institut de sondage, Harris Interactive, qui s'appelle Jean-Daniel Lévy, relève la solidité électorale marquée de Marine Le Pen qui conserve son comportement scrutin après scrutin et en face Emmanuel Macron qui ne retrouve pas à plein son électorat de 2017. Quand certains affirment que Marine Le Pen est tout près du pouvoir, ce genre d'étude vient plutôt confirmer cette analyse. Est-ce que j'ai un petit peu de temps? 10h21, on est ensemble pour 25 minutes, je regarde le reste de l'actualité. Un truc dans l'opinion intéressant aussi, c'est page 6. Pourquoi les pharmaciens vaccinent pas contre le Covid-19? Ils devaient avoir le feu vert plus tôt, puis finalement ça a été repoussé au 15 mars, je vous en parlais hier. Pourquoi? Vaccination en pharmacie, 3 mois pour publier un décret. Alors les gars, on est en guerre contre le Covid-19, c'est le président Macron qui l'a dit. Ok, on est en guerre, c'est une guerre totale. 3 mois pour publier un décret pour permettre aux pharmaciens de vacciner contre le Covid-19. Alors là, je me dis, Samuel, tu as envie de comprendre. Entre le feu vert de la Haute Autorité de Santé et la sortie des tuyaux de l'exécutif du décret accordant aux pharmaciens le droit de vacciner, ce sera pour le 15 mars, 12 longues semaines se sont écoulées. C'est quoi cette guerre ? C'est pas une guerre éclair, c'est une guerre de tranchées, quoi. C'est une drôle de guerre, même si on revient à l'histoire de France. Alors, explication, et elle n'est pas jolie. Si toute l'affaire a pris autant de temps, ce n'est pas qu'une question de tuyauterie administrative particulièrement complexe en France. Et le ministère de la Santé le répète, il a toujours été question d'intégrer les pharmaciens dans la stratégie vaccinale en mars, après avoir consolidé les flux existants en EHPAD, en centre de vaccination, dans les cabinets médicaux. Alors, comment ? Alors, si ce n'est pas l'administratif, si ce n'est pas la volonté politique, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a freiné ? Les discussions entre professionnels de santé, lancées fin janvier, ont été rudes avec les médecins peu motivés à l'idée de partager l'une de leurs prérogatives avec d'autres soignants.
à ne pas vouloir se mettre à dos les syndicats de praticiens, enclins à la surenchère car en pleine campagne politique pour leurs élections professionnelles, l'exécutif a perdu de précieuses semaines. Donc c'est la frilosité des médecins, en tout cas de leurs représentants syndicaux, eux-mêmes en pleine campagne pour les élections professionnelles, qui a provoqué le retard. Et puis le fait que le gouvernement n'est pas passé outre aussi. Hein, donc il y a une co-responsabilité. Voilà. Hein, on se pose une question. Pourquoi les pharmaciens ne sont pas associés à ce jour et ce ne sera que le 15 mars? Pourquoi il y a eu ces 3 mois entre le feu vert de la Haute Autorité de Santé et le décret? Et bien maintenant, vous savez. Voilà. Intéressant, non? Comment ai-je pu imaginer un instant ne pas vous lire la presse ce matin quand on voit l'article du Parisien sur le refus des soignants de se pencher, quand on voit l'article de Libération si polémique sur le viol, quand on voit cet article également dans l'Opinion. La Croix rend un hommage au pape François qui a réussi son voyage difficile pourtant, notamment sur le plan de la sécurité, mais pas seulement, en Irak. 3 jours, voyage historique. Jamais l'Irak n'avait reçu un pape. Et ça faisait des années qu'un responsable de premier plan ne s'était pas officiellement, en voyage officiel, déplacé en Irak. Et donc c'est quand même un signe de paix pour un homme de paix, titre La Croix. Le voyage du pape François en Irak a été marqué par ses appels à la fraternité entre les différentes religions et par ses encouragements aux minorités chrétiennes. Édito de Guillaume Goubert, je vous en lis un extrait parce que voilà, parfois il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité, il ne faut pas s'en priver. Ce voyage est une réussite. Dès son premier discours vendredi à Bagdad, le pape a résumé d'une phrase la vocation de ce voyage si particulier. La religion, de par sa nature, doit être au service de la paix et de la fraternité. Ça, c'est le message initial de la religion. Hein. Je relis, la religion, de par sa nature, doit être au service de la paix et de la fraternité. C'est ma conviction. Le problème, c'est qu'après, les hommes déforment ce message de la religion. Et c'est à cela que s'est employé durant 3 jours cet homme affaibli par l'âge, dont la seule puissance vient de sa conviction qu'il est possible d'espérer la réconciliation et une nouvelle vie sur l'une des terres les plus ravagées au monde par la haine, par les armes, par les guerres, l'Irak. Hein, les guerres, la guerre Iran-Irak, les opérations occidentales, Daesh, bon voilà, Irak. Il est venu semer ces mots, l'amour est notre force. Ce matin, en direct sur France Info, j'ai vu cette image qu'on a diffusée. C'était la fin officielle du voyage et le pape en fait reprenait son avion siglé Alitalia depuis l'Irak, peut-être depuis Bagdad, pour repartir au Vatican. Et donc on voit le tapis rouge et le pape s'avançait d'un pas plutôt d'ailleurs assuré. J'étais un peu surpris, cet homme qu'on décrit comme fatigué, de la vitesse à laquelle il se dirigeait vers l'avion. Et je le vois monter l'escalier menant à l'appareil, vous savez, le grand escalier là, et donc c'est quand même un certain effort, une certaine distance, et il était tout seul. Et je me dis, mais c'est étonnant quand même qu'il ne soit pas accompagné. Je me dis, mais si, enfin, c'est bête, hein, mais en fait j'ai eu peur. J'ai eu peur pour lui, c'est une image qu'on vivait en direct. Je me dis, mais s'il glisse, s'il tombe, voilà. J'étais très étonné qu'il n'y ait pas une main, un soutien, voilà, et manifestement, bah non, il souhaite être seul, voilà. Animé par sa seule volonté, comme ce voyage qui n'a pas dû être une sinécure, hein, une partie de tout repos, mais voilà, bon, c'est un homme de paix, d'ailleurs c'est le titre de la Croix, un homme de paix. Je crois que le Figaro rend hommage aussi au pape. Le pape aux chrétiens d'Irak, nous ne sommes pas seuls, mais il y a d'autres choses dont je voulais vous parler, notamment l'édito d'Yves Tréhard. Alors, je viens de vous parler du front républicain contre l'extrême droite. Je dis l'extrême droite. Je dis l'extrême droite. Je vais encore me faire gronder par les sympathisants du Rassemblement national qui me disent « Mais le Rassemblement national, c'est pas l'extrême droite. Mais Samuel, mais enfin, c'est pas du tout l'extrême droite. » Bon, alors moi, pardon, hein, mais j'ai peu de convictions, puis j'évite de les partager. Mais bon, le RN, pour moi, c'est l'extrême droite. Voilà. Hein, il y a de l'extrême gauche, c'est de l'extrême droite. Donc vous appelez ça comme vous voulez. Historiquement, politiquement, quand vous voyez d'où vient le FN, hein, avant le RN, c'est l'extrême droite. Point. Voilà, après, vous en débattez si vous voulez, mais pour moi, c'est l'extrême droite. Ouais. Ou la droite extrême, non, même pas. Extrême droite. Oui, bien sûr qu'il y a des sympathisants RN sur le chat, il y a un petit peu de tout. Hein. Voilà. Parfois, il faut de tout pour faire un monde. On appelle la philosophie à 2 €. Quoi. Donc, je vous parlais du Front républicain et Yves Tréhard, dans le Figaro, nous parle du Front anti-républicain. Quoi ? De quoi s'agit-il ? Du Front anti-républicain ? La France
eh bien, a mal la tenaille. Cette, bon, on est dans le Figaro, on est avec Yves Tréhard, donc c'est des mots que j'ai déjà lus sous sa plume, Yves. Cet ensauvagement de la société qui défie ses lois, embrase ses villes, maintenant ses campagnes, ruine la confiance que la population place en ses représentants politiques. Le pouls de l'actualité bat au rythme d'une violence que rien n'arrête. En région parisienne, des gamins sont morts ces jours-ci dans des règlements de compte entre bandes. À Reims, j'en ai beaucoup parlé, un photographe de presse a été matraqué dans l'exercice de son métier. Des policiers sont attaqués. Comment venir à bout de cette criminalité aux multiples visages? Ses racines sont connues. Bon, c'est le Figaro, hein. Faillite éducative, guerre de territoire, trafic de drogue, haine anti-flic, dysfonctionnement du système pénal, immigration incontrôlée. Okay. Les ennemis de la République font feu de tout bois. Et Yves Tréhard écrit « Avant de penser à un hypothétique second tour, le chef de l'État serait bien inspiré de regarder d'abord la réalité en face et d'entendre ces Français qui se désespèrent de voir leur pays rongé par la mauvaise graine. Le vrai front anti-républicain, il est là. Contre lui, la réponse n'est pas dans le calcul, mais dans une fermeté sans faille. » Bon, je voulais aussi vous lire l'analyse du Figaro pour qui le problème n'est pas tellement la question du front républicain, mais ce front anti-républicain constitué par les ennemis de la République, les dealers, les jeunes violents, et puis l'immigration, si j'en crois je relis, mais l'immigration incontrôlée, hein, si j'en lis l'édito d'Yves Tréhard. Voilà, donc ouais, beaucoup de choses vraiment, intéressantes. Ah, et puis Figaro, je vous ai... Ah, je vois un truc intéressant. Hop, dans le chat. Le mot extrême, quelqu'un me dit, je ne donne pas ton pseudo, le mot extrême est péjoratif et donc à connotation négative. Parce que je dis extrême droite pour RN, Marine Le Pen, qu'à une époque que j'interviewais, quand elle acceptait que je l'interviewe, maintenant elle ne veut plus. Voilà, elle n'aime pas qu'on utilise le mot extrême droite. Et quelqu'un me dit le mot extrême est péjoratif et donc à connotation négative. Le mot extrême est péjoratif à connotation négative. Oui. Oui. Quoique extrêmement bon, un gâteau extrêmement bon, c'est pas négatif. Une jeune femme ou un jeune homme extrêmement belle ou extrêmement beau, c'est pas négatif. Je sais pas moi. Un garçon extrêmement intelligent, c'est pas, voilà. On peut être extrêmement heureux, voilà. Mais bon, si extrême droite c'est péjoratif, c'est négatif. Ouais, j'ai pas trop de problème avec ça. Bon, désolé. Donc le Sénégal, plusieurs jours que dans le chat, et je suis désolé d'avoir été aussi lent, mais je ne trouvais pas l'article, on me demande, est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe au Sénégal? Oui, mais il me fallait un bon article. Je l'ai trouvé dans le Figaro. Merci au Figaro, page 15. On va enfin pouvoir comprendre un petit peu, parce que l'article est super bien fait. Je salue le Figaro et je sens Tanguy Berthemet pour cet excellent article qui m'a permis de comprendre ce qui passait au Sénégal. Je n'avais pas vu beaucoup de choses. Merci pour vos messages. Je croyais que c'était un stream apolitique ici. Oui, moi je suis républicain, donc je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les mouvements qui parfois ne le sont pas. Voilà. Donc je suis apolitique, républicain. Le Sénégal, face à une flambée de violence. L'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko a provoqué des émeutes et des enseignes françaises ont été attaquées. C'est l'arrestation d'un opposant qui a mis le feu aux poudres. On y va. Alors on va comprendre. Merci le Figaro. Le Sénégal a repris son souffle un week-end de calme après 3 jours d'émeutes. Jeudi et vendredi, le pays, et Dakar en particulier, s'était enflammé dans une série de violences entre manifestants et forces de l'ordre qui ont laissé 4 morts. Bilan rare dans un état stable et habitué au règlement des crises dans la douceur. L'apaisement n'est peut-être qu'un répit alors que la tension reste vive. Un nouveau collectif, le Mouvement de défense de la démocratie, le M2D, a d'ailleurs appelé à reprendre la rue dès lundi, dès aujourd'hui, et pour 3 jours. Une intense contestation a déferlé sur toute l'étendue du territoire sénégalais, désavouant publiquement Macky Sall, c'est le président du Sénégal, et son gouvernement devenu condescendant devant le peuple. C'est Ndiaye Fatou Diop Blondin, qui est représentante du M2D, qui dit ça. Le M2D qui reprend plusieurs organisations, partis, notamment le PASTEF. Alors le PASTEF, c'est important parce que le PASTEF, c'est les patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, et c'est la formation d'Ousmane Sonko. L'arrestation, tout est parti de là. Alors, l'arrestation de ce député, donc Ousmane Sonko, et jeune leader politique, est au centre de cette crise, nous explique le Figaro, la plus aiguë qu'ait connue le Sénégal ces dernières années. L'affaire commence en février quand une jeune employée d'un salon de massage dakarois
porte plainte contre Ousmane Sonko qu'elle accuse de violences sexuelles et de menaces avec armes. L'élu reconnaît s'être rendu dans ce salon pour soigner son dos, mais nie tout comportement déplacé et crie au complot ourdi par... Oh, merci pour le raid Cryptos TV. Alors je m'excuse parce qu'en fait parfois on me raid et je ne le vois pas parce que j'ai pas demandé à mon ami Étoile qui m'explique un petit peu tout ici de mettre une alerte raid. Ah, et je suis désolé parce que du coup je loupe tous les raids et je m'en excuse et je remercie pas. Et là j'ai levé les yeux au bon moment. Donc merci pour le raid à l'instant. C'était super sympa. 187 personnes qui viennent de nous rejoindre. Ah, il faut absolument que je demande à Étoile comment on fait pour que je sache quand je suis raid comme ça. Quand je suis l'objet d'un raid, hein, quand je suis raid, bon, ça nous emmène ailleurs. Parce que bon, là, je l'ai vu un peu par hasard. Donc, Ousmane Sonko, donc l'élu reconnaît s'être rendu dans le salon de massage, mais nie tout comportement déplacé. Il crie au complot ourdi par le président, donc Macky Sall, pour empêcher sa candidature en 2024. Où est la vérité? Le 3 mars, alors qu'il se rend au tribunal entouré d'une foule de partisans, Sonko est arrêté. Le préfet redoute une émeute, l'accuse d'incitation à la violence, de participation à une manifestation interdite. Immédiatement, la ville explose, tout est parti de là. Comme la Casamance, province rebelle, d'où vient Ousmane Sonko. Tout est lié. La police tente de reprendre le contrôle des rues, qui se sont vidées à coups de gaz lacrymogène, d'arrestations sans grand succès. Les jours d'affrontement s'enchaînent. Voilà pourquoi. Nous sommes dans une situation où un événement particulier a servi de réceptacle aux colères, aux frustrations, au mécontentement général. C'est un chercheur en relations internationales, Rinaldo De Pagne, qui explique ça. C'est intéressant. Nous sommes dans une situation où un événement particulier a servi de réceptacle aux colères, aux frustrations, au mécontentement général. La situation des plus fragiles au Sénégal se dégrade ces dernières années sous les coups du chômage, de la spéculation immobilière, qui a entraîné une hausse très forte des prix. Le Covid a encore aggravé les choses. Le gouvernement, lui, semble camper sur une ligne dure. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a ainsi assuré que tous les moyens nécessaires seront utilisés pour rétablir l'ordre, alors qu'Ousmane Sonko doit être présenté à un juge aujourd'hui, d'où la crainte de nouvelles manifs et de nouvelles violences. Voilà, plusieurs jours que plusieurs d'entre vous dans le chat me demandaient des infos sur ce qui se passe au Sénégal. Grâce au Figaro, j'ai tout compris. Merci le Figaro. Ah, j'ai trop soif. 10h34, on est ensemble encore pour 10 minutes. Désolé, c'est un tout petit stream ce matin, mais voilà, j'ai un petit tournage de bande-annonce pour France 2. Il faut que je quitte la maison à 11h. On se fait un petit café et dernière ligne droite. C'est parti, bon café à tous les amis. Ah, quel kiff. Ah, quel kiff. Bon, alors c'est revue de presse accélérée aujourd'hui, hein, c'est 1 heure au lieu de 2 heures, mais on arrive à lire des trucs un peu intéressants. Les Échos, par exemple, eh bien, se penchent sur le coup d'avance que les États-Unis en matière de relance économique ont, parce que je vous ai déjà parlé de ce plan de relance à 1900 milliards de dollars. 1900 milliards de dollars. Donc la nouveauté, c'est que le Sénat a voté ce week-end le plan, donc c'est pour ça que les Échos en parlent, des aides tous azimuts qui devraient faire bondir la consommation. Voilà. Alors on peut imaginer qu'il y a un effet de rattrapage, c'est ce que je me dis, moi, quand la crise sera derrière nous, tout ce qu'on n'a pas consommé, on va avoir envie de le consommer, on va avoir des envies de resto, de ciné, de culture, de fêtes, de voyages. On va vous acheter, les magasins vont rouvrir de partout, on va acheter des trucs. Voilà. Et bon, l'économie, les États-Unis ont décidé d'appuyer tout ça avec un sacré plan de relance. Voilà. Donc, d'où le coup d'avance évoqué par les Échos. C'est la une des Échos. Si ça vous intéresse, vous pouvez acheter les Échos. Désolé, les supporters de l'OM, je vais de nouveau remuer le couteau dans la plaie. Hein, c'est ça. Pop. Du travail d'amateur. Ça c'est les 16e de finale de la Coupe de France. Les Marseillais, saison vraiment catastrophique, ambiance délétère pour l'OM. 16e de finale, Canet en Roussillon. Équipe de National 2, donc ça fait Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2. Donc ouais, il y a un univers entre les deux. Bam, 2-1. Bon, en même temps, c'est la Coupe de France. C'est pour ça qu'on aime la Coupe de France. Tout est possible. Il y a des petits poussés qui font des super parcours. Bon, là, c'est très chaud pour l'OM, qui est vraiment dans une période très, très particulière. Les incidents au centre d'entraînement, les changements d'entraîneur, etc. Sampaoli, le nouvel entraîneur de l'OM, sera présenté demain. Voilà. Bon, désolé.
pour délétère, ouais. L'ambiance est délétère. Voilà. Et bravo, aux joueurs de Canet-en-Roussillon. Hein. Voilà. Et ben voilà, j'ai hyper accéléré, ce qui fait que je suis même en avance. Et ben, on va se faire une petite, on va aller voir la presse en région. Sauf si il y a plein d'articles dans la presse nationale que j'ai pas évoqués. Je vais voir s'il y en a vraiment qui vaudrait le coup qu'on prenne 5 minutes pour lui, parce que du coup je n'ai pas tout lu. Hop. Ah, les vaccins pour les enfants, c'est bien ça. Ouais. Ça moins. Ouais. Ok. J'adore ce bruit. Oh, le bruit du papier. Dans le Parisien, il y a plein de trucs ce matin aussi. Ok. Je vais vous lire un truc sur les vaccins et les enfants. Parce que j'ai appris ce matin, grâce à la Croix, eh bien, qu'on est en train de travailler sur des vaccins contre le Covid-19 pour les enfants. On est en train de se dire qu'on va aussi vacciner les enfants. Alors ça, je me suis dit, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. On y va. Regardez, page 8 dans la Croix. Pour les vaccins, des essais cliniques chez les enfants. Quoi on va vacciner les enfants? Mais je n'étais pas au courant, moi. Pfizer, Moderna et AstraZeneca, vous connaissez tous ces noms maintenant, hein, rassemblent des enfants volontaires à travers le monde pour des essais cliniques de leur vaccin contre le Covid-19. Enfin, je dis à travers le monde, en fait, c'est aux États-Unis et au Royaume-Uni. Une recherche dont l'utilité suscite des questions alors que les enfants sont peu malades. Pourquoi on vaccine les enfants alors qu'ils sont très peu malades? C'est bizarre, hein? Explication, j'ai tout compris grâce à la Croix. La vaccination des adultes, et en particulier des personnes âgées, se poursuit doucement en France. Mais scientifiques et médecins abordent déjà l'étape suivante, les enfants. Au niveau individuel, il peut sembler étrange de vacciner les enfants contre le Covid car ils font peu de formes graves. Bah oui, c'est ce que je me disais, moi. Pourquoi vacciner les enfants qui font peu de formes graves du Covid? C'est Robert Cohen, qui est pédiatre à l'hôpital de Créteil, qui dit ça. Mais, le mais est toujours important. Oui, oui, il y a les enfants. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail. Alors, certains sont très surpris. Je dis enfants volontaires. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des enfants volontaires pour des essais cliniques. Et en fait, alors bon, puisque vous m'interrogez là-dessus, en fait, la Croix explique qu'il y a des protocoles. Et alors je sais que remarquez, ça fait débat. Mais il faut que l'enfant donne son avis. Et si les parents sont tous les deux d'accord, mais que l'enfant dit non, je veux pas me faire vacciner, eh ben c'est l'avis de l'enfant. Mais certains me disent les parents volontaires. C'est vrai que voilà, quel âge ont ces enfants? Attendez, c'est précisé. De 6 à 17 ans. Ouais, c'est vrai que ça pose des questions quand même. Mais bon, je lis ça. Ouais. Parce qu'en France aussi, ça existe. Hein. Regardez, en France par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu en France? Quel est le cadre légal? Pour participer, il faut que les deux titulaires de l'autorité parentale donnent leur autorisation, même en cas de divorce. Il faut aussi l'acceptation de l'enfant. S'il est en âge de le donner. La loi ne précise pas cet âge minimal à partir duquel l'enfant est nécessaire, l'avis de l'enfant est nécessaire, mais le seuil de 6 ans est souvent retenu. Dans tous les cas, si l'enfant s'oppose à l'essai clinique, sa volonté doit être respectée même si les parents sont d'accord. Ça pose des questions quand même. Ouais, je comprends. Voilà. Bon, en tout cas, en ce moment, on réfléchit à des vaccins pour les enfants. Pourquoi ? Parce que puisqu'ils ne développent pas des formes graves, je reviens à l'histoire. Mais l'intérêt est collectif. Si on ne les vaccine pas, ils pourront servir de réservoir au coronavirus, qui continuera à circuler et à muter chez eux, avec le risque que l'une de ces versions mutées résiste au vaccin et se répande chez les adultes, provoquant une nouvelle épidémie. Voilà pourquoi on est en train de se dire qu'il va peut-être falloir vacciner aussi les enfants. Pour l'instant, les vaccins disponibles sont réservés aux adultes. Or, les enfants ne sont pas des adultes en miniature, leur métabolisme est différent, rappelle un pédiatre. Les laboratoires pharmaceutiques à l'origine des premiers vaccins anti-Covid sur le marché lancent donc des essais cliniques sur les enfants. Voilà. Donc, c'est en cours. Quelle heure il est? 10h41. On est pas mal. Vous savez quoi? On va même se faire un petit plaisir. Elle est où ma tablette? On va aller voir la presse en région rapide. Vous bougez pas? Je vais chercher ma tablette. On va se défiler les unes de la presse en région. Notamment du côté de Marseille, par exemple. Bougez pas. Là, je vous mets la musique du café pour vous faire patienter. Alors, est-ce que j'ai mon petit logiciel déjà de... je vous ouvre, hop, le petit logiciel qui me permet de connecter ma tablette. Alors, bougez pas les amis.
Tac. 45, je vous abandonne. Hein. Parce que j'ai le taxi qui vient me chercher à 11h pour retourner à bosser à France T. Tintin. Ah bah, j'ai laissé la musique. Bon. Alors, les amis, ne bougez pas. Normalement, si je fais ça et si je fais ça, on va faire. Ouais. Ok, tac. Alors si je fais ça, les amis, normalement vous aurez les unes de la. On a quelques minutes, on va essayer de voir quelques-unes en région. Paf. Oh, c'est magique. Oh, tout marche aujourd'hui. Bon. Non, c'est 20h30 ce soir, c'est pas 20h45, hein, c'est 20h30 ce soir avec mon invité. Et certains me disent à ce soir, ouais. Allez, allons-y. Donc il y a beaucoup de une ce matin sur la journée internationale des droits des femmes. Nom de rue, place aux femmes. Le constat d'Alsace, c'est qu'il y a de plus en plus de rues, de places, et c'est tant mieux, avec des noms de femmes, enfin de plus en plus, on part de très très loin. Hein. Enfin, les noms de femmes remarquables apparaissent hein, sur... nos murs sur les noms de rues. C'est l'Alsace qui se félicite de ça ce matin. Beaucoup de une sur les femmes, ces femmes de l'ombre à la lumière, comme le dit le béret républicain. Parité, c'est pas gagné. Regardez cette une du bien public. On est dans la région de Dijon, sur les 23 communes de l'agglomération, là, hein, de la métropole dijonnaise. 2 maires seulement sont des femmes. Sur les 23 communes de la métropole dijonnaise, seulement 2 maires sont des femmes. D'où cette une du bien public. Parité, c'est pas gagné. Il y a quelques articles aussi sur le député Olivier Dassault, hein, qui était Picard, qui est décédé dans un accident d'hélicoptère. Dassault, comme l'entreprise Dassault, hein, c'est la une du courrier Picard ce matin, vous en avez peut-être entendu parler. Beaucoup de une sur les femmes, hein, l'étoffe des héroïnes, titre Le Dauphiné libéré dans la région de Grenoble. Voilà. La lutte pour l'égalité. Voilà, avec une avenue là, qui est peut-être à Strasbourg, puisque c'est les 2 dernières nouvelles d'Alsace, avenue de la Paix, Simone Veil, voilà, de plus en plus de rues avec des noms de femmes. Regardez quand vous vous promenez, hein, vous allez voir le nombre de rues avec des noms de femmes, mais il y en a très très peu. Voilà, c'est en train de changer doucement. Les femmes de volonté, l'Est éclair rend hommage. Les femmes gendarmes, c'est le choix de la Charente libre, les femmes gendarmes dans la lumière. Femmes de volonté, vous voyez. Il y a des combats à mener, mais en tout cas les journaux sont vraiment sur cette actualité de la journée internationale des droits des femmes. Oh là 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 là, voilà, on parle du foot là, regardez. Hein, l'indépendant catalan dans la région, Canet, l'exploit, 2-1. Voilà, en plus il y a un but sur coup franc, je crois, hein, de Canet qui est magnifique. Je me demande si c'est pas le premier but, qui est vraiment un très beau but. Ils ont joué crânement leur chance, comme disent les spécialistes de foot, et ils ont gagné. C'est l'exploit. Vous verrez que du côté de la Provence à Marseille, c'est pas du tout la même une. Hein. Ouh là là là. Des femmes élues encore trop minoritaires, c'est le constat de l'Est républicain, on l'a évoqué à l'instant, dans la région de Dijon. Ouais, je regarde. Voilà, parfois ce sont à des femmes gendarmes qu'on rend hommage, comme ici, une de Libération Champagne, la fine fleur de la gendarmerie. Gendarme mobile, hein. Cette jeune femme qui s'appelle Fleur, donc CRS, que dit l'article à ce propos, ça ne doit pas être très fréquent. J'ai perdu l'article, je le retrouve, il est là. Basée dans l'Aube, Fleur, voilà, est l'une des rares femmes gendarmes mobiles. Profession qui ne s'est féminisée qu'en 2016. 10h45, je dépasse. Allez, encore une dernière. On va chercher, vous savez quoi? On va chercher la une de la Provence. C'est le journal de Marseille, voilà. Pas pour faire mal aux supporters de l'OM, mais ridicule. Ouf, ridicule. Voilà, ridicule, c'est le titre de la Provence, au journal de Marseille, après la prestation de l'OM, de l'Olympique de Marseille, éliminé en 16e de finale par Canet en Roussillon, équipe de National 2 privée de championnat depuis fin octobre. Oui. Bon les amis, pardon pour cette revue de presse ultra courte. 1 heure seulement, puisque normalement c'est plutôt 2 heures ou plus. Pourquoi? Parce que j'avais pas du tout prévu de faire une revue de presse ce matin, pour 2 raisons. D'abord, j'avais très peu de temps entre la matinale de France Info et une bande-annonce à tourner pour France 2, où je vais aller là maintenant. J'ai un taxi qui vient me chercher, et je m'étais dit c'est trop court. Et puis quand j'ai vu, j'ai parlé de Libération, bien sûr. C'est l'une des raisons. Quelqu'un me demande, Poetus, pourquoi est-ce que j'ai parlé de Libération? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette revue de presse express ce matin d'1 heure. Je voulais absolument vous parler de Libération, qui fait couler tant d'encre. On a même fait un sondage là-dessus. Tu pourras revoir tout ça en replay. Les amis, avant de se quitter, n'hésitez pas à suivre cette chaîne.
sur Twitch, d'activer les notifications comme ça. Dès que je stream un peu à l'arrache comme ce matin, vous êtes prévenus et vous allez sur l'ordi, sur la tablette, sur le téléphone. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter puisque j'annonce toujours sur Twitter quand je stream, voilà. Et puis n'hésitez pas non plus, allons soyons fous, à aller voir si vous préférez l'audio, hein, j'ai aussi créé un podcast sur Spotify dont vous avez l'adresse ici, en général dans la foulée. Alors ça dépend si j'ai un petit peu de temps, là je vais pas pouvoir le mettre avant le début d'après-midi, mais vous avez aussi ici le podcast. Sinon rendez-vous à 20h30, hein, puisque pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, mon premier grand invité, j'ai entretenu le mystère pendant quelques temps, et puis j'ai annoncé donc hier matin que mon premier invité ce soir, c'était l'ancien président François Hollande, voilà, qui va venir là, chez moi, là, ici, à la maison, voilà, pour 1h30 minimum. Voilà, et le concept, il est très simple. Regardez, je vais vous mettre... je l'explique notamment dans un tweet. Toc, hop. Ici, toc. C'est ça. Donc, magnifique jeu de mots, comme d'habitude, hein. La rencontre Étienne. Voilà. Et alors, au-delà du jeu de mots, parce qu'il n'y a pas seulement le boulard, l'ego du présentateur avec ses jeux de mots sur son nom de famille, là, il va falloir arrêter, monsieur Étienne. Non, c'est très sincère. La rencontre Étienne, c'est votre rencontre. La matinée Étienne, je lis les journaux, mais on les lit ensemble. Et là, la rencontre Étienne, j'invite, donc on est rentré en contact avec l'ancien président. J'invite, il vient à la maison, là, il sera là ce soir, tout à l'heure, après une petite visite de l'appartement par les services de sécurité, bien sûr. Il vient à la maison. Mais la rencontre Étienne, c'est vous qui posez les questions. Moi, j'invite. Voilà. Pas de couvre-feu, c'est du travail. Quelqu'un qui me dit il y a couvre-feu, il dort chez toi. Non. C'est du travail. C'est du travail pour lui comme pour moi. Donc, on est dans un cadre professionnel, attestation, il n'y a pas de souci. Donc, on est dans un cadre légal. Donc, c'est vous qui allez poser les questions ce soir. Je n'ai préparé aucune question. Je ne prépare aucune question. J'ai ma connaissance de l'actu, j'ai ma connaissance de l'histoire politique de notre pays, mais je n'ai rien prévu. Qui choisit les questions? C'est moi. Je lis vos questions, puis si elles sont pertinentes, intelligentes, si elles sont drôles, je les sélectionne. Voilà, c'est tout simple. Et voilà. Et l'idée, c'est que je crois que Twitch peut être un super outil pour vous permettre d'échanger directement, notamment avec les responsables politiques de premier plan. Donc je ne vais pas en recevoir 1000, je ne vais pas faire de cette chaîne une chaîne politique, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai fait plein d'interviews politiques dans ma vie, je n'ai pas envie d'en faire des caisses, j'ai fait un peu le tour de l'exercice. Je veux faire autre chose, je veux vous donner la main à vous. Voilà, c'est vous le patron. Le taxi, dans 10 minutes, ça va, j'ai encore le temps. Je vais vous donner la main à vous, c'est vous qui allez poser des questions. Je pense que ça peut être une façon pas de réconcilier les Français avec la classe politique, ça me paraît un petit peu ambitieux, mais de contribuer à nourrir différemment le débat démocratique. Voilà, c'est mon idée, c'est très modeste, c'est très sincère. Voilà. Et c'est ce soir, 20h30, au moins pour 1h30, c'est résumé ici dans ce tweet. C'est moi qui invite et c'est vous qui posez les questions. Voilà, moi je suis optimiste de nature. Et je pense que ça va bien se passer. Je pense que les gens vont être intelligents, pertinents, comme ici. Voilà. Il amène les croissants. Non, pas à 20h30, je sais pas. Je pense que c'est pas. Il vient pas dîner. Voilà. Je suis optimiste sur la qualité de ce soir, du chat normalement, notamment. Donc voilà, ça va être un bon moment. Rendez-vous à 20h30, les amis, ce soir. C'est un petit peu une grande première quand même, cette histoire. On se fait un petit raid, les amis. On va se faire un petit raid. Vous savez que moi, c'est un des instruments que j'aime beaucoup sur Twitch. Voilà, là, vous êtes combien, là? Vous êtes... laissez-moi regarder. Vous êtes beaucoup ou pas? Vous êtes plus de 11 000. Et je vais vous inviter à découvrir le travail d'un autre streamer ou d'une autre streameuse qui n'a pas 10 000 ou 11 000 viewers, qui a peut-être 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Il y a plein de chaînes sur Twitch, plein de trucs vachement intéressants. Et ben voilà, et vous me faites des propositions. Donc restez avec moi 2-3 minutes. Je vous mets un petit écran d'attente et je vous envoie découvrir le travail d'un autre streamer. C'est toujours des bons moments. La personne est surprise, elle est contente, elle explique ce qu'elle fait. Et puis il y a des super échanges et parfois vous restez pendant de longues heures après pour voir ce que fait la personne parce que parfois c'est super passionnant. Donc je vous mets un petit écran d'accueil. Soyez patient. Parfois je mets 2 minutes à trouver. De toute façon j'ai un taxi qui va arriver là. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi, un peu plus court que d'habitude. Et on se retrouve ce soir 20h30 sur cette chaîne Twitch. Un ancien président de la République sur Twitch, quoi. Waouh! À ce soir. Ciao.